Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre nouveau Queercast, un podcast en résonance avec l'exposition photo queer de Quentin Houda que le Cal Charleroi a eu la chance d'accueillir. Dans cet épisode, nous poursuivons les discussions précédemment entamées avec Kevin, Noam et Roby. On parlera, entre autres, de ce qu'est la non-binarité, de l'acceptation de la communauté LGBTQIA+, dans la société, ou encore des combats menés par cette dernière. On espère que vous ressentirez toute la bienveillance qui a émané de ces discussions. Bonne écoute. Peut-être un petit onglet, je vais l'appeler, sur vraiment le côté de la non-binarité. Donc, qu'est-ce que la non-binarité ? Est-ce qu'il y a une définition à pouvoir donner ? Enfin, comment est-ce que on pourrait vulgariser ce terme peut-être pour les personnes qui ne savent pas très bien ce que c'est On se regarde en rigolant parce que je suis au boulot, vu que je suis la seule personne queer et la seule personne faisant partie de la communauté LGBTQIA+. Non, je suis pas le seul, pardon, je rigole. J'ai rien dit. On est 3. J'oublie. On m'a attitré ce référent du genre, juste parce que j'étais un peu différent, voilà. Où maintenant, en fait, sur nos fiches données par notre chère région wallonne, nous avons homme, femme, agenré. Et donc j'ai dû expliquer en réunion devant tout le monde, c'était quoi la non-binarité. C'est très intéressant de voir comment les gens l'interprètent. Hein. Mm-hmm. Franchement, chacun, en fait, il n'y a pas de définition clé. Chacun a un peu sa définition. Moi, je pars de l'idée que le genre, c'est un spectre. Donc, il faut voir vraiment homme-femme à chaque extrémité. Et qu'en fait, il y a des gens qui voyagent de l'un à l'autre. Il y a des gens qui sont fixes. Il y a des gens qui voyagent. Il y a des gens qui vont évoluer toute leur vie. Et donc, je pense que voilà, un spectre comme un spectre de couleurs, au final, et de voir, voilà, t'as deux extrémités. Et en fait, là-dedans, toi, tu te situes où t'as envie et quand t'as envie. En gros, c'est ça. Okay. Pour moi, en tout cas. Et si t'as envie que ça change une année, que ça change une autre, pas de barrière, de toute façon, on a tous des identités. Mais c'est parce que la vie est faite d'évolution, etc. Et il y a rien qui est intrinsèquement ancré en nous. Mm-hmm. Et il y a des moments dans ta vie où tu vas être plus militant, il y a des moments où tu vas être moins militant, il y a des moments dans ta vie où tu vas être plus colérique, d'autres moments où tu vas être moins colérique. Donc on bouge surtout et je pense que l'identité de genre, la binarité, l'orientation sexuelle sont des choses qui peuvent évoluer et tu peux à un moment donné te dire voilà, je me considère comme bisexuel, imaginons pour rester très basique, bisexuel, mais un peu plus attiré par les hommes que par les femmes, ou inversement, ou à un moment donné te dire que tu es toujours bisexuel mais peut-être à 80% homo et seulement 20% hétéro, si on doit faire des calculs, etc. C'est un curseur qui bouge tout le temps et donc voilà, moi je pense que cette idée de spectre et de curseur qui peut évoluer selon tes expériences, selon tes rencontres, selon ton bien-être, selon ton psyché, voilà, c'est vraiment très très large et c'est ça qu'il faut retenir entre guillemets. Ok. Et du coup, pour continuer un peu à dégrossir tout ça, c'est des questions des fois un petit peu basiques, mais je me dis pour des personnes qui écoutent et qui ne savent rien, vaut mieux aller dans les détails. Quelle va être la différence ou la nuance plutôt, on va parler de nuance, la nuance entre la transidentité, peu importe jusqu'où elle va, et la non-binarité. Après, moi, par exemple, je me considère comme personne trans, non-binaire, parce que je ne m'affirme pas à 100% comme homme. Mais clairement, le côté féminin, comme dit, très loin. Voilà. Mais on peut être trans, non-binaire, la différence. Voilà, moi, je me dis, ok, on peut être les deux. Tu vois, moi, en tout cas, je dirais maintenant, comme je suis pas une personne trans, je peux pas m'exprimer mieux qu'une personne trans. Mais moi, je dirais la transidentité porte bien le nom de transiter sur une échelle, entre guillemets, sur quelque chose comme ça. La binarité, c'est simplement homme-femme. Et donc, être non-binaire, tu peux être non-binaire sans être trans, et tu peux être trans en étant non-binaire. Enfin, voilà, c'est deux choses différentes, la binarité et la non-binarité de la transidentité. Enfin, en tout cas, à mon sens. En général, un homme trans, voilà, c'est vraiment un homme qui a fait sa transition hormonale ou pas, ses opérations ou pas, mais qui se considère vraiment homme. Mais la non-binarité entre aussi dans cette idée de transition et de transidentité, parce que voilà, moi je suis non binaire, je me considère beaucoup plus comme homme et je vais commencer une transition, donc voilà, le terme de non binarité est aussi quand même en corrélation avec la transidentité. Mm-hmm. Après oui, effectivement, quand on est non binaire, on se sent voilà, comme t'as dit, avec les couleurs, on peut aller de gauche à droite. En général, une personne trans, voilà, c'est une personne qui se considère 100% homme.
Et la non-binarité, c'est plus, voilà, effectivement, des fois homme, plus femme, plus homme, en fonction de plein de choses, hein, mais Ok. C'est parce que dans l'esprit collectif, enfin en tout cas dans l'esprit des personnes que je vais côtoyer, les gens vont se dire ok, trans c'est un homme qui devient une femme ou une femme qui devient un homme. C'est on passe de 0 à 1 ou de noir à 0 blanc. à 100, ouais. C'est ça. C'est ça. Alors que la transidentité, à mon sens en tout cas, c'est effectivement on est à un stade qu'on nous a imposé, hein, femme, et on veut changer de stade, mais c'est pas forcément être 100% sur le curseur de l'homme. Ça peut être voilà, un petit peu plus du côté de l'homme, mais sans être 100% côté homme et rejeter totalement sa part de féminité. Voilà, ça dépend vraiment de chaque personne, quoi. C'est ça. Mais c'est super intéressant. Là, comme tu viens de l'imager, c'est assez clair. Donc, après, même dans la communauté, il y a beaucoup de personnes qui disent non, une personne non binaire n'est pas une personne trans. Donc ça, c'est pareil sur les réseaux, on voit beaucoup. Bah, quelle est la légitimité de dire non, une personne non binaire n'est pas une personne trans? Une personne non binaire, c'est quand même une personne qui se sent plus dans l'autre partie, entre guillemets, de l'autre côté. Donc, on peut pas rejeter les personnes non binaires. Et c'est vrai que les personnes non binaires sont très mises de côté. Et en général, c'est, ouais, bah, tu sais pas ce que t'es un escargot, quoi. Le truc, c'est souvent comme ça. Et bah, t'es pas un homme, t'es pas une femme, tu sais pas ce que t'es. Non. C'est, bah, je suis et homme et femme. C'est pas, je suis ni ça, ni ça. Et c'est vrai que la non-binarité, c'est encore très, 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 très difficile, très méconnu. Et encore une fois, il y a pas à dire c'est comme ça en fait. Le truc c'est que c'est tellement compliqué parce que c'est aussi dans le mental, dans le ressenti, c'est tellement intrinsèque à chaque personne parce que c'est vraiment ce que tu sens en toi qu'en fait personne n'a à dire bah, c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement. En fait non. Enfin là c'est vraiment au cas par cas. Donc c'est pour ça que je pense que les gens ça les fait flipper parce qu'ils savent pas mettre de cases, de termes fixes et ça fait peur aux gens parce que du coup c'est tout le temps dans l'évolution. Et donc les gens sont perdus, vraiment. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça le gros problème, c'est que on veut toujours nous faire rentrer dans une case et dire toi t'es noir ou soit t'es blanc, mais tu peux pas être entre les deux. Sauf que toutes ces cases sont des constructions sociales. Si on prend l'humain en tant que tel, en tant qu'animal, on prendrait 4-5 enfants nouveau-nés, on les taperait quelque part, ils se poseraient pas la question de est-ce qu'ils sont hommes, est-ce qu'ils sont femmes, est-ce qu'ils sont homosexuels, est-ce qu'ils sont hétérosexuels. C'est tous des concepts qu'on a inventés, nous, êtres humains. Voilà, la question, elle se pose pas dans la nature. Alors, on nous traite de contre-nature, mais enfin, il y a rien de plus naturel que ce qu'on fait nous. C'est simplement de se dire, ben non, en fait, on n'a pas besoin de rentrer dans une case, on n'a pas besoin de se dire, est-ce qu'on est un homme, une femme, est-ce qu'on aime les hommes, est-ce qu'on aime les femmes, en fait, on s'en fout, on se dit simplement, on est qui on est, ce qu'on ressent au moment où on le ressent. Point. C'est ça la nature. Enfin, après, il faut voir l'autre point de vue aussi. Pour des gens qui n'ont jamais re-questionné ce genre de choses, pour eux et pour leurs proches, doit être difficile d'être confronté à quelque chose de si différent. Donc voilà, je pense que après c'est le positionnement que tu fais par rapport à ça qui va être différent et qui va voir si t'es une bonne personne ou pas. mais voilà, moi parfois je comprends que les gens se questionnent et sont perdus. Mais du coup, c'est aussi le rôle de personnes comme nous ou de personnes qui touchent de près ou de loin au final, hein. Même mes parents pourraient expliquer certaines choses et je pense que c'est le rôle de tout le monde de partager la bonne parole si je peux dire ça comme ça au centre d'action laïque, partager la bonne parole, c'est un peu limite. Non, mais je pense aussi qu'il y a un terme qui est important, c'est que si les personnes veulent comprendre des choses différentes, elles doivent déconstruire. Parce qu'on peut pas, avec les constructions qu'on a actuellement, comprendre les autres choses. On peut pas comprendre, effectivement, puisqu'on est cartésien. C'est A plus B, c'est un papa, une maman. Enfin, voilà, c'est vraiment très basique comme ça. Mais forcément, en pensant ces schémas-là, en ayant ces bases-là, on peut pas comprendre les autres schémas. Il faut d'abord déconstruire, revenir à la source, et après pouvoir reconstruire autrement pour pouvoir comprendre. Ouais, sinon, c'est ça impossible. Prend le temps que ça prend, et ça s'intègre à force de discussion, parce qu'on apprend toujours des autres. Hein. Moi, au boulot, j'ai la facilité de dire que je suis trans parce que sinon, si tu commences effectivement à dire je suis non-binaire, donc machin, je me sens plus homme et blablabla, ils comprennent on rien. les perd, en fait. Clairement, c'est difficile de commencer à tout expliquer à tout le monde. Moi, je suis ok d'expliquer ou voilà, enfin, je suis pas là pour expliquer, j'ai pas la parole, voilà, mais chacun peut faire un peu pour pas dire le mot. Ne veut pas diffuser la simple parole. On va biper. C'est ça la bip, parole. Je suis pas là pour expliquer tout à tout le monde et voilà, donc je suis une personne trans, point, et pour eux c'est plus facile de comprendre, je pense. Après, j'ai eu une discussion avec un client une fois parce qu'il est arrivé avec sa fille, donc le client dit bonjour madame, parce que j'ai toujours Aurore, voilà, testostérone n'a pas encore fait totalement effet, donc voilà.
dis bonjour à madame, et la petite dit, ah non, c'est monsieur, et donc la première fois, je fais genre, j'écoute pas. Et, ah mais si, c'est un monsieur. Et là, je lève la tête vers le papa, qui lui était décomposé en mode, ah, pardon, je suis désolé. Ce à quoi j'ai répondu, non, mais y a pas de problème, moi, de toute façon, je me considère comme personne non binaire, je commence à parler un petit peu du genre, elle peut me dire elle peut me dire il, y a pas de problème. Bon, voilà. Elle, un peu peu moins. voilà, mais qu'il y a pas de problème. Et enfin voilà, lui, c'est la première fois qu'un client vraiment est rentré dans la discussion et a dit ok, mais comment je peux en parler à ma fille, comment je peux aborder le sujet avec ma fille. Oh, c'est super chouette. Et ça vraiment, j'ai trouvé ça hyper bienveillant et vraiment super. Enfin voilà, j'étais à la caisse, mes clients attendaient derrière, mais pendant 10 minutes, on a parlé à la caisse de. Ah, c'est Voilà, trop il cool. a posé des questions hyper bienveillantes et comment tourner ça à sa fille, comment amener ça à sa fille. Et... Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper chouette. À fond. Mais c'est vraiment cette question de déconstruction qui revient là, de se dire comment je peux aborder ces sujets, etc. C'est ça qui est intéressant. Moi, je reprends souvent cette image que j'avais partagée sur Facebook où on a, quand on rencontre un couple homosexuel, souvent la première question qui va être intime, c'est qui fait l'homme, qui fait la femme. Et donc on dit mais il y a personne qui fait l'homme et qui fait la femme. On n'est pas en fait sur un truc effectivement binaire. Et il y a une image qui était sur Facebook et c'est un couple hétéro est représenté par une fourchette et un couteau. Et en fait ils rencontrent un couple homosexuel qui sont des baguettes chinoises du coup, 2 baguettes chinoises. Et donc elle demande aux baguettes chinoises mais qui fait la fourchette et qui fait le couteau? Mais en fait personne parce qu'on est des baguettes chinoises donc personne ne fait fourchette ou couteau tout simplement. C'est sympa. Ah, c'est bien. Oh, faudrait créer des BD, tu vois, avec que des petits trucs comme ça. On appellerait ça le recueil de la parole. Je vais rebondir sur ce que tu disais tantôt par rapport au casque. Voilà, on a toujours besoin de mettre les gens dans les cases. Donc, visiblement, de ce que je comprends, il y a une volonté de ne pas avoir à mettre les gens dans les cases. Mais alors, la dénomination communauté LGBTQIAAS2, j'ai oublié la suite P, est-ce que c'est pas aussi, du coup, mettre des gens dans les cases? Voilà, Si, c'est drôle, c'était le thème de mon mémoire. Oh, ben, trop bien. Oh, Tu es parti pour une heure. C'est parti. Je veux bien le lire avec joie. Non, je vais essayer de faire ça rapidement, mais 5 minutes de présentation devant le jury. c'est ça. En fait, le truc, c'est que appartenir à une case, parfois, c'est très rassurant aussi de se dire on n'est pas seul là-dedans. Donc, c'est pour ça que, parfois, effectivement, on se retrouvait entre pairs, si je peux dire ça comme ça. C'est rassurant aussi et ça donne un safe space. Et c'est pour ça qu'au final, il y a aussi des quartiers, des rues, des bars qui se sont créés. Même si, parfois, il y a aussi du rejet dans ces safe space et dans même intérieur à la communauté, il y a du rejet par rapport à certains. Donc, c'est toujours très compliqué de se dire on est rejeté des autres et du coup on se retrouve entre nous, mais nous aussi on rejette parfois certaines choses, donc parfois c'est pas du tout cohérent. Mais effectivement ouais, c'est ça le fait de on veut briser certaines cases maintenant, mais les cases à une certaine époque et à un certain moment de notre vie, en fait ça nous fait du bien de se dire effectivement, de se sentir moins seul, parce que pour repartir sur le coming out, c'est un moment où on se sent hyper seul, vraiment, parce que on est seul face à ça et face à cette confession de crime. Et donc effectivement après le fait de se retrouver même à une Pride, ça fait du bien de se retrouver dans cet élan d'amour. Mais c'est vrai que ouais, c'est ça. En fait c'est très aussi c'est aussi non binaire, tu vois, il y a pas de bien ou de pas bien, c'est juste que chacun se sent comment il se sent par rapport à ses cases. Moi, par exemple, par rapport à dans la communauté gay, voilà, tu vois, il y a les bears, les twinks, les machins. Ben moi, je me retrouve dans pas grand-chose là-dedans. Et du coup, c'est parfois compliqué de pouvoir un peu se situer par rapport à tout ça. Parce que t'as même des bars pour les bears maintenant. Et puis, moi, j'aime beaucoup les bears, mais je n'en suis pas un. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu saurais expliquer vraiment en un mot, du coup, c'est sous-catégorie, j'aime pas parler comme ça, mais je sais pas comment le dire. C'est juste des groupes d'appartenance plus en rapport avec l'apparence physique dans ce cas-là. Donc les bears sont les ours, donc les hommes poilus barbus, il y a les loutres, il y a vraiment de tout. Oui, les loutres, c'est des trop mignons. C'est des ours mais un peu plus fit. On peut dire, si on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment plein de choses et on peut tous se retrouver, sauf voilà, parfois on se retrouve pas et parfois on se sent perdu. Mais parfois on se dit, c'est à ce moment-là que tu te dis en fait c'est pas grave, j'ai pas besoin de cases pour m'identifier et voyager dans tout ça. Donc tant pis.
Ok. Donc c'est plus voilà comme un petit truc de réconfort, enfin un gros truc de réconfort. Et le but final, si on peut appeler ça un but final, mais le but final serait de pouvoir se dire plus besoin de cases et chacun fait comme il veut et navigue entre les loutres et les ours et dans une chouette rivière au dans Canada. Oh oui, avec des pancakes, j'ai faim. Du sirop d'érable. Oh, le bonheur absolu. Mais je pense qu'effectivement, pour vraiment mettre la conclusion sur ce que Robbie a dit. Tu veux mettre la cerise sur le pancake? C'est ça, la cerise sur le pancake. La conclusion sur le gâteau. C'est ça. Je pense qu'effectivement, en fait, malheureusement, on trouve que les règles du jeu sont nulles et on est dans le jeu et donc on n'a pas le choix de malheureusement reprendre les règles du jeu même si elles nous conviennent pas et on compose avec ces règles du jeu. Et donc comme les cases existent, on a été obligé de se mettre dans nos cases et de se rassurer et de créer quelque chose avec nos cases pour pouvoir contrer les cases qui vont pas. Et donc parfois, pour pouvoir tuer quelque chose, il faut pouvoir rentrer dedans et s'y intégrer et voilà. Et pour pouvoir déconstruire, il faut faire partie de la construction avant. Et donc il faut être dans cette construction pour pouvoir ensuite la déconstruire de l'intérieur presque. C'est un peu cheval de Troie dans l'idée. Ouais. Et c'est pour ça que l'acronyme au final a agrandi très très fort parce qu'en fait on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Ouais, et c'est pas si LGBT que ça. Et c'est pour ça que maintenant on a rajouté beaucoup de lettres. Ça complique les choses et on perd certaines personnes, je pense que tout le monde a déjà entendu LGBTXYZ. Donc voilà, et je pense qu'à l'intérieur de cette communauté, de toutes ces personnes, ça fait aussi du bien de se dire on n'est pas que ces 4 premières lettres et qu'en fait il y a plein d'autres trucs. Et donc c'est pour ça, je pense que c'est rassurant, c'est une couverture de survie, l'acronyme, mais en même temps c'est tellement plus d'autres choses. C'est ça. Ouais, effectivement, moi j'en entends des fois, je discute avec des gens et qui sont vraiment tolérants et dans l'acceptation, hein, mais seulement qui ont, c'est un point pour lequel on s'entend pas, qui trouvent que ça peut desservir parce qu'ils se disent mais on est matraqué tout le temps et je suis d'accord que notre réalité n'est pas la norme. Mais seulement là, on en entend tellement maintenant que limite, ça peut desservir le combat en lui-même, tellement c'est non-stop et qu'on ajoute et que ça, on fait de quelque chose qui devrait être si simple, quelque chose d'extrêmement compliqué et des fois de très vindicatif. Enfin, ça va dépendre des personnes, hein. Moi, je pense un peu comme ça et on a des débats parfois à la maison où je dis à Robbie, mais en fait, on n'est déjà pas encore au stade où on arrive à faire accepter simplement l'homosexualité, la transidentité, et on veut faire accepter des sous-catégories, mais en fait les gens n'ont même pas encore compris le truc basique qui est encore binaire presque. Donc s'ils n'ont pas compris ça, ils pourront pas comprendre autre chose. Mais malheureusement, c'est qu'on est aussi dans une problématique en cascade. Je pense qu'en fait l'homophobie et toutes les phobies qui sont reliées à la communauté, elles sont liées au fait qu'on est dans une société patriarcale et donc il y a des personnes qui sont misogynes tout simplement. Et donc tant que certains mecs, on va dire hétéros, cisgenres, etc., tout ce que tu veux, n'auront déjà même pas compris que la femme est l'égale de l'homme, comment peuvent-ils comprendre que l'homosexuel est l'égal de l'homme, la personne trans est l'égale de l'homme, etc. Que l'homme avec un grand H, l'humain est égal à l'humain. Exactement, l'homme avec un grand H. Mais en fait, on n'est pas à ça. Donc déjà, faire accepter simplement que la femme est l'égale de l'homme, c'est déjà une grosse étape. Et je pense que si cette étape-là est atteinte, on pourra faire accepter l'étape suivante, et l'étape suivante, et l'étape suivante. Et donc, on travaille par petites victoires comme ça. Mais on en est encore très, très loin. Mais les gens sont perdus. Et je pense qu'en fait, là, tout est bousculé. Enfin, le dernier, la petite sirène, Ariel, qui est une personne, qui est une actrice afro-américaine, c'était tellement tout changé. Et en fait, le fait de juste qu'on bouscule un tout petit peu les codes, hein, c'est pas un gros changement. Et en fait, c'est tellement perturbant que, en fait, je pense que les gens sont juste perdus parce que tout change. Et on est dans une société qui évolue tout le temps et qui change tout le temps. Et pour les gens pour qui c'est très compliqué, je pense que, en fait, ça rajoute que des difficultés à la compréhension. Et donc, c'est pour ça que, justement, comme on disait tout à l'heure, ils pourraient retourner dans des extrêmes, justement, par retranchement, au final. C'est ça. Mais, et puis, il faut pas oublier qu'on traîne tous,
là ici actuellement autour de la table, on est des personnes entre guillemets qui sont dans une safe zone et qui traînent avec des personnes de safe zone, et donc on est un peu des publics de niche. Et donc quand tu te questionnes sur quelque chose, tu vas aller plus loin dans ton questionnement et plus loin et plus loin et plus loin. Il y a des personnes que tu vas croiser en rue, leur premier questionnement c'est savoir ce qu'ils vont bouffer ce soir parce qu'ils ont pas de thunes, tu vois. Ouais. Et donc, quand on en revient à Maslow, hein, tant que tes besoins primaires ils sont pas assouvis, tu peux pas passer aux besoins secondaires, etc. Et ces questions identitaires, ces questions de genre, d'orientation, c'est des questions qui sont très très hautes dans la pyramide des préoccupations. Et donc, les gens qui savent pas ce qu'ils vont bouffer, qui ont des problèmes familiaux, qui vivent ci, ça, ils peuvent pas s'intéresser à ces questions. Et donc, ils sont même frustrés de ces questions en disant, arrêtez de nous casser voilà, avec ça, quoi. C'est tellement loin de leur réalité que, et donc c'est pour ça qu'on peut pas non plus leur en vouloir. Tout à fait. Mais je pense vraiment que toutes ces personnes qui sont dans d'autres préoccupations, le fait de mettre en lumière des personnes différentes, ça permet de leur faire comprendre certaines choses, même inconsciemment. Et c'est pour ça que moi, par exemple, en tant que travailleur social, c'est important pour moi de dire je suis homosexuel à mes bénéficiaires. Quand je suis sur le terrain, parce que voilà, je suis encore sur le terrain, j'ai ma fonction de coordination, mais j'ai encore du contact avec le public, j'arrive toujours à glisser à un moment donné ou l'autre, je suis homosexuel, pour qu'ils comprennent. Ah, mais en fait, le monsieur qui m'aide là en face de moi et qui a l'air tout à fait normal, qui n'a pas l'air de faire des trucs bizarres, etc. Ben en fait, il m'aide à payer mes factures, à faire les démarches administratives, à augmenter mes revenus et tout. Et donc c'est un gars bien, même si c'est un homosexuel finalement. Même si. Ben oui, mais c'est presque ça. On est presque dans ça, mais c'est important qu'il puisse l'entendre et le voir et se dire, ok, c'est pas que ça, c'est pas que voilà. Et donc le fait de dire ah, cette personne m'a aidé, et cette personne qui m'a aidé, c'est quelqu'un de bien, et c'est quelqu'un de bien, et en plus il est homosexuel, ben voilà, ça match ensemble, et il n'y a pas forcément des choses horribles derrière l'homosexualité, la transidentité, ou que sais-je, hein, voilà, ça c'est important aussi. Super. On continue un peu dans l'esprit des luttes, des droits, etc. Donc vous allez vous marier. Félicitations. Yes, c'est gentil. Est-ce que c'est bon en Belgique, c'est acté on peut se marier, on s'en fout, il n'y a pas besoin de faire des démarches supplémentaires qu'un couple hétéro devrait faire. Ouais, c'est acté. Hein. La Belgique, au niveau du mariage, en tout cas, est vraiment le mariage hétéro ou le mariage homo est hyper semblable. Là, c'est vraiment très proche. Depuis très longtemps, d'ailleurs. Et ce qui est on était pionniers, hein, je pense. C'est ça, on était un des premiers pays à le faire. Et ce qui est assez étonnant, parce que parfois, enfin pas parfois, quand il y a eu le mariage pour tout ce qui est passé en France, on a vu des personnes s'élever en Belgique en disant c'est scandaleux. Et nous, on était en mode ça fait 10 ans que c'est déjà comme ça, les gars. On n'était même pas au courant. Donc ça n'a rien changé. Vous avez vu, la société ne s'est pas délitée. Voilà, les enfers ne se sont pas ouverts sous la Belgique. Et en fait, ils étaient même pas au courant. Donc voilà. Donc ouais, le mariage, en tout cas, à mon sens, est quand même assez easy en Belgique. Trop bien. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Et moi, par rapport à la petite, du coup, vu qu'on est mariés, j'ai été considéré directement comme son deuxième parent. J'ai pu aller la déclarer à la commune et tout ça sans problème. Ok. Et clairement, le mariage, RAS. RAS. C'est trop bien, surtout que t'entends par rapport à la parentalité qu'en Italie, au final, ils ont retiré donc ils ont retiré la loi qui avait accepté la coparentalité. Du coup, maintenant, il y a plus qu'un parent qui est seulement reconnu et l'autre n'est plus rien. Donc, on a retiré le droit d'être parent à des gens. C'est horrible quand on y pense. Oui. T'as bugué là. C'était pas acté. Là, c'était acté. Oui, c'était vraiment une loi. On a fait marche arrière. Il y a des mamans qui, au final, maintenant, sont plus mamans. C'est ça. Sont rien pour l'enfant. Ça, c'est assez. C'est dur. C'est horrible. Mais oui. Merci l'extrême droite. Je rebondis là-dessus, du coup, quand toi, tu as été reconnu comme parent de ta fille, est-ce que c'est simplement écrit parent ou est-ce qu'il y avait une case maman, une case papa et que du coup, tu devais rechanger ou des trucs comme ça ou coparent. Coparent. Je pense. Ok. Il n'y a pas maman, papa, je pense que c'est vraiment coparent. Et c'est une démarche particulière à devoir faire ou bien ça se fait à l'hôpital Non, à la commune. Ok. Déjà, quand tu vas déclarer ton enfant, je sais pas comment ça se passe, moi, en fait. Je sais pas non plus. Déjà ici, quand la petite est née, du coup, elle avait mon nom de famille. Ok. J'étais, comme ils font avec les papas, en général. Donc, ma fille avait son petit bracelet avec mon nom de famille. Et non, franchement, à la commune, je suis allé, j'ai déposé les papiers, j'ai pris rendez-vous, c'était en temps de Covid. Donc, voilà. Mais non, j'ai signé les papiers.
Franchement, c'est trop bien. Oui, c'est une des rares choses, en tout cas, sur lesquelles c'est assez simple et voilà, qui pose pas de problème et voilà, et qui tout doucement commence à se normaliser, même au niveau des écoles, par exemple, on commence tout doucement à mettre des journaux de classe où c'est écrit parent 1, parent 2 ou coparents, sans mettre à chaque fois papa, maman. Parce qu'encore une fois, construction, parce que parfois il y a même pas des questions de communauté LGBTQIA+, c'est simplement, par exemple, une mère célibataire, tout simplement. Oui, c'est ça. S'il y a une mère célibataire, il y a la place pour papa qui est mis et qu'il n'y a pas de papa. Et parfois c'est même pas une mère célibataire, simplement les parents sont décédés, et l'enfant vit chez les grands-parents, il y a pas de place, c'est pas écrit grands-parents. Donc maintenant voilà, on met tuteur ou co-tuteur, etc. Des choses qui sont beaucoup plus neutres et finalement en sortant de ce canevas binaire, ça aide beaucoup de personnes autres que la communauté, quoi. Ouais. C'est comme pour les petites cases effectivement qu'on doit cocher homme-femme. Moi je remplis les cases homme-femme, voilà, j'ai mon F sur ma carte d'identité et je me sens pas je me sens pas prêt à mettre homme. OK. Parce que ça va être homme officiellement Aurore machin, donc c'est effectivement ces genres de cases là des fois je sais pas quoi répondre, quoi. Les toilettes, pareil. On est à la Péridasa il y a pas longtemps, toilette homme, toilette femme. Je vais chez les femmes, on me regarde bête. Je vais chez les hommes, en soi, il y a des urinoirs ou machin. Donc je vais pas chez les hommes non plus, donc je vais chez les femmes et je me fais comme ça tout petit. Enfin, c'est hyper, que des situations du quotidien qui sont hyper malaisantes. Mais c'est vrai que, on se rend pas compte, mais il y a tellement des fois de toutes petites choses qui sont genrées, opposées dès le départ, en fait. Oui, c'est ça. Et t'as pas forcément besoin de te sentir non binaire ou dans la transidentité pour être sur ça. Moi, personnellement, quand je vais dans certaines soirées, etc., je me sens pas du tout à l'aise dans les toilettes hommes où il y a plein de testostérone et ça pue la pisse, voilà. Et je me dis, j'irais bien avec mes pinko dans les toilettes femmes pour faire pipi parce que voilà, je me sens beaucoup plus safe là, mais je peux pas, quoi. Et donc on est à. Un regard bizarre. Oui, pervers qui va. Mais il y a quand même allez. Après, c'est plus dans les grandes villes où il y a de plus en plus de bars et d'endroits qui commencent à faire des toilettes non genrées. Mais c'est encore, c'est compliqué, quoi. Parce que du coup, effectivement, si t'es pas dans cette ouverture, du coup, c'est mal vu, c'est critiqué. Ouais, mais c'est parce que comme on discutait tout à l'heure, c'est un débat qu'on avait encore sur comment tu prends les problèmes. De base, les toilettes genrées, c'est pour protéger les femmes des méchants hommes, tu vois. Ouais. Et donc, encore une fois, en fait, pour protéger des personnes, on crée une séparation, alors que non, en fait, il faut éduquer ces gadgets pour que ça arrête d'être des connards, tout simplement. Et donc, on est toujours dans ce truc-là de remédier en protégeant plutôt qu'en éduquant le bon truc. Voilà, je disais à Roby, c'est à un moment donné éduquer vos garçons et c'est pas protéger vos filles. C'est la même chose pour les questions LGBTQIA+, quoi. C'est à un moment donné, il faut arrêter de devoir faire des choses comme ça pour protéger, non. Tout à fait. Et je pense qu'à Disneyland Paris, ils avaient testé les toilettes non genrées, que ça a fait un scandale. Du coup, ils ont enlevé. Parce que les gens étaient outrés de voir des toilettes non genrées Mais c'est aux États-Unis que beaucoup aussi s'exprimaient là-dessus en disant oui non, la transidentité, blablabla, sont juste des gens qui du coup profitent, se disent femmes pour pouvoir aller voir des petites filles. Mais il y a toujours ça qui revient. Franchement, je comprends pas. C'est comme tout le scandale avec les drag queens qui lisent dans les bibliothèques pour les enfants. Mais oui. C'est tout ça. À chaque fois, c'est pourquoi nous on est tagués ils aiment les enfants. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Ça touche aux enfants, quoi. Du coup, effectivement, tout le monde s'indigne par rapport à ça. Ils utilisent les enfants pour expliquer leur haine. C'est ça, c'est complètement débile. Ouais. Parlant d'enfants, j'ai une copine qui m'avait dit ça une fois, m'avait dit oui, le fait que une personne, par exemple, transgenre ou quoi, vienne parler de transidentité à des tout jeunes enfants de maternelle, je trouve que ce serait pas super, ils pensent pas à ça maintenant, etc. Est-ce que un enfant de 4-5 ans, parce que plus, à mon avis, oui, tout à fait. Mais est-ce qu'un enfant de 4-5 ans commence déjà à se poser ce genre de questions, ou bien c'est un truc qui n'est pas encore... il se pose pas la question encore à ce moment-là? C'est une bonne question. Je pense qu'après, ils voient la différence en se regardant les uns les autres. Donc je pense que c'est plus peut-être un questionnement physique, mais ça sera pas un questionnement mental. Pour eux, ils sont des enfants et c'est tout. Je pense que ça va pas plus loin. Mais effectivement, tout est fait pour les enfants, même dans les classes. Il y a toujours le petit garçon, la petite fille, le bleu, le rose, comme dans les catalogues de jouets. Enfin, c'est la même chose, quoi. En fait, on leur apprend, mais je pense que
oui, effectivement, ils remarqueraient une différence physique, mais je pense qu'ils se posent pas, effectivement, ils vivent, en fait, c'est juste ça. En fait, ils vivent, ils se prennent pas la tête. On devrait tous être des enfants. Mais oui. Mais les enfants sont purs, effectivement. En fait, un enfant, il est pas raciste, il est pas homophobe, il est pas transphobe, il a le rejet de personne. Tu prends des enfants, tu les mets dans une classe. C'est à partir du moment où ils arrivent à conscientiser et que ils entendent des discours moralisateurs, négatifs, etc., qui commencent à développer un sentiment de rejet ou de haine de l'autre. Mais tu prends des enfants, tu les tapes dans une salle, tous les enfants vont jouer ensemble, peu importe qu'ils soient beaux, blancs, noirs, moches, ils s'en foutent. Les enfants, ils calculent pas du tout ça. C'est après que les constructions sociétales que nos parents nous donnent, etc., arrivent seulement. Mais sinon, les enfants sont totalement neutres, donc ils se posent même pas la question. J'avais vu une expérience, c'est par rapport à un petit enfant trisomique. Ils ont fait un test avec des enfants qui effectivement avaient 4-5 ans et d'autres qui étaient plus grands. Et de les mettre dans une salle de jeu et de voir, est-ce que les enfants allaient jouer avec le petit enfant qui du coup avait un handicap et qui du coup était un peu différent, ou est-ce qu'ils allaient juste jouer entre eux. Et les plus petits, ils ont vu un copain, ils sont allés directement vers le copain. Et effectivement, les plus grands, les 7, 8, 9 ans, eux, ils ont vu que l'enfant était un petit peu différent. Ils sont allés jouer entre eux. Et ils ont laissé l'enfant tout seul comme ça. Donc effectivement, c'est, comme tu dis, je pense que c'est beaucoup, ils entendent les adultes, leurs parents qui disent, non, regarde, lui, il est bizarre, lui, il est handicapé, lui, il est machin, et il faut pas s'approcher de ça. Et effectivement, les enfants, ça rentre dans leur tête. On leur dit une fois, 2 fois, et c'est à cause de ça, on va dire que les enfants, effectivement, après, ont des a priori par rapport aux différentes personnes. Et à la différence. Ouais. Eux, effectivement, les enfants, ils en ont rien à faire. T'es grand, t'es petit, t'es gros, t'es blanc, ils s'en fichent, ils veulent juste être ensemble. Et c'est, je pense, les adultes, effectivement, c'est ça. Et je pense qu'effectivement, c'est les parents les adultes, pas que les parents, parce que c'est vrai qu'à l'école, c'est encore très, comme ça, les garçons. Certains profs aussi. Oui, et je pense aussi que par rapport à la réflexion de la personne que tu connais, je pense que certains ont cet aspect de dire oui, mais si on commence à parler de ça aux enfants, ça va leur implanter une idée. C'est ça. C'est ce que j'entends beaucoup. Et là, moi, je dis toujours, mais il y a plein d'idées qui passent dans la tête des enfants, plein de discours qu'ils entendent, que ce soit à l'école, dans les cours de récréation, dans la télévision, etc. C'est pas pour ça qu'ils deviennent le discours qu'ils ont entendu. Donc, il faut arrêter de penser que les enfants sont si manipulables que ça aussi. Il y a quand même une identité. Enfin, ici, je crois que c'est quand même la conclusion du truc, c'est que on a tous ressenti un mal-être et on a tous eu ce besoin de différence qui était en nous. C'est pas un choix personnel, ça fait partie de nous à un moment donné. Si on se met tellement mal qu'on le cache, etc., et que finalement on arrive quand même à le vomir à un moment donné, c'est que c'est vraiment en nous et c'est pas une influence qui a fait ça. Et donc côtoyer des personnes homosexuelles, transsexuelles, transgenres, etc., changera rien. C'est pas ça qui va créer un besoin ou une envie de transidentité ou d'homosexualité chez l'enfant. Enfin, l'enfant ne va pas changer ça comme ça parce que c'est en nous. C'est quelque chose. C'est pas la construction sociale qui nous met dans ça. Ça, c'est vraiment en nous. C'est une question qui est vraiment là. C'est oui, toi, y a pas de drag queen qui est venue te lire des contes et pourtant, t'as été voir la finale de Drag Race. Donc, Mais oui, c'est vraiment ça. Et il y a des moments comme ça où on essaye d'expliquer, oui, voilà, il est homosexuel parce qu'il a été élevé par une mère seule, castratrice, etc., etc. Mais non, il y a des homosexuels dans toutes les familles. Voilà, comme on dit, il y a un homosexuel par famille, entre guillemets, quoi. Il y en a vraiment quelqu'un quelque part qui est, voilà, donc genre chill, c'est là, point. Et ça fait partie de la nature et c'est représenté dans toutes les espèces animales. Et là, il n'y a pas de question. Hein. Les dauphins ne se disputent pas sur le fait qu'ils soient bisexuels ou pas. Voilà, ça se passe très bien pour eux. Effectivement. Il n'y a pas de dauphin qui se dit « Oh, dégueulasse !» J'adore. Mais surtout qu'en vrai, c'est super cool quand tu vois après des enfants réagir à la diversité quand ils sont un peu plus grands. Et de voir par exemple à la télé des enfants qui leur ressemblent, ils sont super emballés. Et donc en fait je pense que ça ne va pas leur inculquer, si ça va leur inculquer juste une idée, c'est de dire que en fait t'es pas différent, il y a des gens qui te ressemblent dans le monde et c'est ok de pas ressembler. Et oui, peut-être que tu ressembles pas à tous tes copains de classe, mais c'est pas grave. Ouais. On va clôturer tout doucement avec peut-être l'idée de comment est-ce qu'on peut être un ou une bonne alliée. Qu'est-ce que une personne qui s'intéresse à ces luttes-là, qui est dans une forme d'acceptation, d'empathie, peut faire pour ne pas commettre de maladresse, pour être inclusif, quelles sont les petites choses qu'on peut essayer de faire? Écoutez, ne pas juger, ça c'est déjà les deux choses
rester ouvert d'esprit à d'autres réalités que la sienne, je pense. Et aussi quand on a compris quelque chose, essayer aussi d'en parler autour de soi et et on peut faire des erreurs. Tu peux avoir des proches qui, par exemple, au début vont peut-être mégenrer, mais si tu vois qu'il y a un effort derrière et par exemple, ils s'excusent, voilà, et que tu vois qu'au final, il y a de la bienveillance derrière, je pense que c'est le mot-clé, la bienveillance. Bah, au final, je pense que c'est ça le plus important, au final. Et montrer qu'on est là pour la personne aussi. Voilà. Ouais, moi je suis d'accord vraiment sur le terme d'écouter et de ne pas se braquer quand on dit quelque chose. Et donc effectivement, voilà, c'est dans le langage de tous les jours de dire quelqu'un nous coupe la route en voiture et on a envie de crier sale PD. Et puis après de se dire ah merde non, ça on peut pas dire. Et quand voilà, moi je dis mais non, ça tu peux pas dire hein. Et il dit ah ouais, mais on peut plus rien dire. Non, on fait toi effectivement, on peut plus rien dire si t'as envie, mais voilà, ça tu le dis pas. Voilà, être attentif à ça, à se dire OK, j'écoute pour pouvoir changer mes habitudes, parce que malheureusement si je les change pas, ça va perdurer dans le temps, ça va se reproduire, etc. Donc simplement être ouvert à ce niveau-là, à la critique, et savoir que on critique pas pour être la police du genre et la police des droits LGBT. C'est pas ça le délire. C'est vraiment pour dire en fait tu pourrais blesser quelqu'un sans t'en rendre compte, et blesser quelqu'un c'est horrible et ça empêche à la personne de s'exprimer et d'être elle-même. Moi je dis souvent aux personnes, parce que voilà, le racisme par exemple, c'est quelque chose sur lequel on est plus avancé, et il y a encore plein de racisme, hein, on est bien d'accord, mais on est à un stade au niveau de cette problématique un peu plus avancé que les droits LGBTQIA+. Et donc je dis, en fait, de temps en temps, si tu te poses la question, tiens, est-ce que ça pourrait être transphobe, homophobe, etc., remplace le terme homosexuel par noir. Tiens, ah oui, mais c'est normal qu'il fasse ça parce que c'est un noir. Non, super raciste, personne ne dit ça. Mais c'est normal qu'il aime bien ça parce que c'est un homosexuel. Non plus. En fait, tu ne peux pas dire ça, voilà. Donc essaye d'essayer de te transposer ça et te dire, dans tes paroles, même si elles sont naturelles et que tu parles comme ta bouche est faite, parfois tu peux blesser quelqu'un. Et cette blessure, c'est pas simplement une petite blessure qui va frustrer la personne, ça peut être une blessure qui va l'empêcher d'être elle-même, tout simplement, et qui va lui faire un pas en arrière et donc le rendre malheureux, et qui va rester une cicatrice qui sera ouverte pendant longtemps et qui restera là pendant vraiment longtemps, et qui restera un trauma pour le reste de sa vie. Et donc toujours penser à ça, et voilà, faire effectivement preuve de bienveillance. Et nous aussi on fait des erreurs, hein. Moi aussi des fois j'ai des comportements j'ai des discours qui pourraient être perçus négativement par une personne trans, etc., et je m'en rends même pas compte. Donc voilà, on n'est pas plus catholique que le pape, hein. On a des problèmes aussi, on fait des erreurs, ouais. Décidément. Mais non, mais on fait des erreurs aussi. C'est pas parce que tu fais partie de la communauté queer de manière générale que du coup tu fais plus aucune erreur, hein. C'est comme quand tu te considères un petit peu comme écolo parce que tu manges tes légumes, etc. C'est pas pour autant que ça ne t'arrive pas de te tromper et de mal trier tes poubelles. Ça arrive encore. Il y a aucun souci avec ça. Faut pas avoir peur de faire des erreurs. On apprend tous les jours. Exactement. Moi je rejoins mes deux copains. Écouter, vraiment dialoguer, s'informer, effectivement transmettre. C'est pas parce que voilà, on va discuter de quelque chose, t'as l'information, effectivement essaye de transmettre l'information à qui le demande ou pas, forcément en fonction des discussions. Si le sujet arrive sur le tapis, entre guillemets, pas hésiter à placer un petit quelque chose. Et effectivement des erreurs on en fait tous. Voilà, même moi des fois je me joue encore au féminin, et voilà, ma femme aussi des fois, voilà, essayer de changer le sujet parce que ça même elle à l'aise aussi, mais voilà, c'est pas grave parce que je sais que elle fait pas exprès. C'est pas comme des gens qui effectivement pourraient exprès insister sur le elle et machin. Donc beaucoup de bienveillance, d'écoute, et être ouvert effectivement à la différence, et se dire que on n'est pas tous pareils, et c'est ça qui est beau aussi. Donc une toute dernière avant de clôturer, est-ce que vous auriez des conseils, des petits tips à donner à des personnes qui potentiellement se posent des questions, sont en train ou pensent à vivre les mêmes choses que vous avez vécues ou que vous vivez au quotidien? Qu'est-ce que vous conseillerez à ces personnes-là? Pareil que pour la question précédente, je pense vraiment le dialogue. Moi, si j'avais pas eu ma femme, je pense que je serais toujours bien caché entre guillemets dans mon rôle de lesbienne, machin, mais vraiment discuter, s'informer, chercher des informations. Quand j'ai commencé à me poser des questions, j'ai rejoint des groupes trans, j'ai des personnes que je côtoie qui sont trans, voilà, pour essayer d'échanger et voir discuter de mon parcours, de mon ressenti avec des personnes qui vivent ça. Parce que des fois effectivement, on parlait avec ma femme, voilà, elle vit pas les choses, et ça des fois elle a mal pris aussi que je me tourne vers des personnes trans plutôt qu'elle. Alors je peux comprendre qu'elle l'ait mal vécu parce que voilà, c'est ma femme, mais effectivement des personnes qui vivent la même chose que moi vont plus me comprendre et plus
pas être à l'écoute parce qu'il est hyper à l'écoute, mais ils vont avoir peut-être des meilleurs mots entre guillemets en fonction des problématiques, parce qu'elles ont vécu ça ou qu'elles vivent ça et qu'elles sont passées par là. Donc voilà, s'entourer aussi des bonnes personnes et voilà. Et on a des outils maintenant à notre disposition que, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas forcément. Maintenant, tous les ados ont des smartphones et donc, voilà, c'est beaucoup plus facile de trouver d'autres personnes avec qui tu pourrais t'identifier, trouver des infos. Il y a beaucoup de villes maintenant où il y a aussi des maisons arc-en-ciel, où il y a plein d'endroits où on peut trouver des informations. Il y a plein d'endroits qui sont des safe spaces pour les personnes queer et ça, c'est super cool. Donc, il faut pas hésiter à pousser la porte déjà, je pense. Et ouais, se renseigner. Et de toute façon, faut faire son coming out. Après, vous vous sentirez mieux. Ça va faire du bien. Ça va peut-être pas faire du bien tout de suite, mais en tout cas, il faut pas hésiter. Et tant pis si autour de vous, ça se comprend pas. C'est pas grave. Peut-être que les gens auront des clics un jour, peut-être pas, mais c'est pas grave. Mais il faut le faire. Il faut vivre, être soi. C'est ça le plus important. Et on trouve toujours des gens qui nous ressemblent et qui, au final, ont les mêmes rêves que nous, ont vécu les mêmes choses que nous. Et donc, c'est ça qui est super cool aussi avec les réseaux sociaux. C'est un super outil, c'est aussi un outil horrible pour certaines choses. Mais voilà, ça nous aide tellement à nous connecter les uns aux autres, sur tellement de sujets différents. Donc voilà, il faut pas hésiter à sortir, voir des gens et rencontrer des personnes qui résonnent avec nous, au final, je pense. Ouais, on n'est pas tout seul. C'est ça. Moi, je vous rejoins totalement. Hein. J'ai vraiment rien à ajouter à part effectivement, il faut discuter, il faut rencontrer d'autres personnes, il faut aller vers les lieux qui sont disponibles pour ça. Et si vraiment on peut avoir une phrase philosophique, c'est vraiment, alors voilà, ça va être cliché, mais je vais reprendre les paroles de RuPaul. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne sauras jamais aimer les autres. Ça, c'est quelque chose d'important. Sachez que vous n'êtes pas seul. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et sachez aussi que les gens qui vous aiment pour ce que vous n'êtes pas, pour le masque que vous portez, ne vous aiment pas honnêtement et sincèrement. Et donc, si vous voulez être aimé pour ce que vous êtes, il faut que vous puissiez montrer qui vous êtes. Et si vous êtes rejeté pour ça, alors c'est pas grave, c'est que les gens ne vous aimaient pas à l'origine. Et c'est pas grave, vous trouverez d'autres personnes qui vont vous aimer. Et la famille, c'est pas que le sang, c'est aussi la famille qu'on se crée et qu'on se fait au fur et à mesure de notre vie. Donc, il faut pas s'arrêter à ça, je pense. Même si c'est pas facile. Clairement, on s'entend. Mais une fois qu'on a fait le chemin, effectivement, et qu'on a compris que les personnes qui nous aiment, elles sont là, et les autres qui n'acceptent pas, effectivement, tant pis, trace ta route. Moi, je fais la mienne, donc. Mais effectivement, c'est long et c'est pas facile, quoi. Ah, c'est un processus, hein. C'est un processus, mais quand on y arrive, il y a quand même un. Clairement. Ça fait juste du bien, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à tout ça? On refait ça quand? Oh oui, ce serait trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous souhaiteriez ajouter, que je n'ai peut-être pas posé comme question, un truc que vous aviez envie de partager encore? Non, je pense qu'on a brassé quand même beaucoup de questions et tout, et même moi finalement je sors d'ici avec la banane parce que je me dis c'est bien d'entendre tout ça, et même si c'est des choses que je sais, le fait de le réentendre dans la bouche d'autres personnes, ça fait du bien. Donc juste que j'espère que les gens pourront écouter ça et que ça pourra servir, que ça pourra porter ses fruits pour certaines personnes. Et si ça résonne juste chez une personne ou ça fait changer juste une personne, moi je pense que on n'a pas perdu notre temps à être ici, et c'est vraiment une belle victoire. De toute façon, oui. Et soyez bienveillants les uns avec les autres. Juste ça. Soyez gentils avec les gens. c'est la clé de la vie. Oui, c'est vrai. Bon, merci infiniment. On y sera arrivé quand même au final. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore pour tout. Merci d'avoir été si honnête. Et à la prochaine. Yes. À la prochaine. Ciao. Cet épisode est à présent terminé. Encore un tout grand merci à nos invités. On espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Pensez à nous laisser un petit message si vous avez l'une ou l'autre remarque ou question. Une liste d'associations se trouve également en description si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets abordés aujourd'hui. Nous vous invitons également à découvrir nos autres épisodes. À très bientôt!